Dans cette vidéo, on va parler d'ensemble de nombres et de notation liée à ces ensembles de nombres. Commençons par quelques généralités et des notations. Alors, un ensemble, que ce soit de nombres ou pas d'ailleurs, c'est une collection d'objets qu'on appelle des éléments. On note habituellement entre accolades la liste de ces éléments séparés par des points-virgules. On dit dans ce cas que l'ensemble est donné en énumération. Par exemple, je prends A, l'ensemble qui contient les valeurs 0, 1, 2 et 3. J'ai bien des accolades autour et des points-virgules pour séparer les éléments. Autre exemple, je prends B qui est l'ensemble qui contient les éléments moins 3, pi et 100. Deux remarques. Pour commencer, on note parfois les éléments de la liste séparés par des virgules et non pas des points-virgules, pour aller plus vite. Cet abus de notation, parce que c'est un abus de notation, peut être problématique et il faut faire attention lorsqu'on a des nombres décimaux. Puisque si on sépare les éléments avec des virgules, eh bien on ne peut pas différencier deux éléments différents d'un seul élément, mais avec sa partie entière et sa partie décimale. Donc, on fait bien attention quand on veut utiliser cet abus de notation à ce que ça ne crée pas de problème. Deuxième remarque, il n'y a pas d'ordre dans les éléments de la liste, même si, par habitude, en général, on les met dans l'ordre croissant, mais ce n'est pas une obligation. L'ensemble 0, 3 et 3, 0, c'est le même ensemble. C'est l'ensemble qui contient 3 et 0. Cas particulier, on a l'ensemble ne contenant aucun élément qui s'appelle l'ensemble vide. Et on le note avec ce symbole-là, cette espèce de 0 barré. Attention, ce symbole-là représente l'ensemble vide, c'est-à-dire un ensemble. On pourrait, si on veut, le noter avec des accolades et puis rien au milieu. Donc, on n'ajoute pas d'accolades autour, c'est déjà un ensemble. Et si je mets des accolades autour de ce symbole-là, eh bien ce n'est plus l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui ne contient que l'ensemble vide. Mais ce n'est pas l'ensemble vide. Définition suivante. Deux ensembles E et F sont égaux s'ils contiennent exactement les mêmes éléments. Et dans ce cas, on note tout simplement un E égale F. C'est-à-dire que tous les éléments de E sont des éléments de F et tous les éléments de F sont des éléments de E. Pour exprimer que X est un élément de E, on dit que X appartient à E et on utilise ce symbole-là. Donc ça se lit X appartient à E. Au contraire, si X n'est pas un élément de E, on va dire que X n'appartient pas à E et on va noter avec le symbole de l'appartenance qu'on va barrer. Exemple, si je reprends A et B, les ensembles de tout à l'heure, pi appartient bien à l'ensemble B puisque c'est un élément de B. Par contre, pi, ce n'est pas un élément de A. Dans A, j'ai 0, 1, 2, 3, j'ai pas pi. Définition suivante. Je prends E, un ensemble. On dit que F est un sous-ensemble de E, ou on dit que F est une partie de E, si tous les éléments de F sont aussi des éléments de E. Si je veux représenter ça, je peux noter, ou dessiner, l'ensemble E qui est comme ça, et l'ensemble F, il est totalement dedans. Et puis, tous les éléments de F, oui, ce sont des éléments de E. Et puis, j'ai potentiellement des éléments de E qui ne sont pas dans F.
D'un point de vue notation, on va utiliser ce symbole-là pour dire que F est un sous-ensemble de E. C'est inclus dedans si vous voulez. On peut aller un petit peu plus loin dans les notations. On trouve parfois cette notation-là. Donc vous voyez, on a rajouté une barre dessous. En fait, il faut voir ça comme inclus avec un égal pour dire que c'est inclus. F est un sous-ensemble de E avec la possibilité que F soit égal à E. Et puis, on peut aussi trouver ce symbole-là, donc avec le égal barré, alors on peut même le trouver avec la barre complètement comme ça, pour préciser cette fois que F c'est un sous-ensemble de E, c'est inclus dans E, mais ça ne peut pas être égal à E, hein, donc on dit que F est strictement inclus dans E ici. Et dans le cas général, on dit que F est inclus dans E. Remarque, on peut aussi le noter dans l'autre sens. Hein, donc mon symbole, je l'ai dans les deux sens. Simplement, la partie ouverte, si vous voulez, du symbole nous indique le grand ensemble, hein, celui qui contient l'autre. Et puis, deuxième remarque, lorsqu'il n'y a pas inclusion, eh bien, on peut avoir le symbole de l'inclusion complètement barré, hein, à ne pas confondre avec celui-là. Allez, un exemple, je reprends A comme tout à l'heure. Eh bien, l'ensemble ici qui contient 0 et 1 est bien inclus dans A, puisque, que ce soit 0 ou 1, ce sont des éléments de A. Une propriété, je prends E et F qui sont deux ensembles. Eh bien, j'ai E qui est égal à F si et seulement si E est inclus dans F et F est inclus dans E. Alors, ça se voit assez facilement. Hein. Si j'ai E qui est égal à F, ça veut dire que tous les éléments de E sont des éléments de F, donc j'ai bien cette inclusion-là, mais aussi tous les éléments de F sont des éléments de E, donc j'ai cette inclusion aussi. Et puis dans l'autre sens, ça marche hein, de façon similaire. Hein. Tous les éléments de E sont des éléments de F et tous les éléments de F sont des éléments de E, donc forcément E et F ont les mêmes éléments. Allez, encore une définition. Un ensemble peut être défini comme un sous-ensemble, mais décrit par une ou plusieurs propriétés. Dans ce cas, on va pouvoir noter B qui est égal à l'ensemble, hein, accolade, des X appartenant à A, une barre verticale pour dire tel que ou qui vérifie, et puis les propriétés hein, qui doivent être vraies. Dans ce cas, on dit que l'ensemble est donné en compréhension. Tout à l'heure, l'ensemble était donné en énumération. Alors par exemple, si je reprends mon ensemble A, qui est composé de 0, 1, 2, 3, je peux dire que c'est l'ensemble des X qui sont entiers, tel que X est compris entre 0 et 4, 0 inclus, 4 exclus. Une remarque, d'un point de vue notation, à la place de la barre verticale, on trouve parfois point-virgule, voire même on trouve juste une virgule. On a ici moins de problèmes que dans l'énumération de tout à l'heure. On a peu de risques d'avoir des problèmes à cause de la notation virgule. Passons maintenant aux opérations, ou en tout cas à certaines opérations, sur les ensembles. On prend A et B, deux ensembles. On va appeler intersection de A et B, qu'on va noter de cette façon-là et qu'on lit A inter B, l'ensemble constitué des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc tout ce qui est dans les deux. Si A inter B est vide, c'est-à-dire j'ai aucun élément qui soit à la fois dans A et dans B, on dit que A et B sont disjoints. On appelle réunion de A et B et on note avec ce symbole-là, hein, dans l'autre sens, et on va lire A union B.
l'ensemble qui est constitué des éléments qui sont dans A ou dans B, c'est-à-dire, ce qu'on entend par là, c'est dans A ou dans B, ou bien dans les deux. Et enfin, la différence de A et B, qu'on va noter comme ça, eh bien, c'est l'ensemble formé de tous les éléments de A, sauf ceux qui sont dans B. Alors, on va dire, une représentation graphique de ces ensembles et de ces opérations sur ces ensembles via ce qu'on appelle des diagrammes de Venn, ou dans le langage courant, on parle souvent de patates. Alors, regardons. J'ai A et B qui sont donnés ainsi. Où est A inter B? Eh bien, A inter B, c'est les éléments qui sont à la fois dans A, donc qui sont ici, et dans B. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la fois dans A et dans B? Eh bien, toute la partie qu'on a ici. Donc ça, c'est A inter B. Dans le cas ici, eh bien, on voit qu'on n'a aucun élément qui soit à la fois dans A et dans B. Ça veut dire que A inter B, c'est l'ensemble vide, et donc que mes deux ensembles sont disjoints. Je reprends A et B, et je veux cette fois prendre l'union. A union B, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui sont dans A, ou dans B, ou dans les deux. Donc dans A, ou dans B, ou dans les deux. En fait, c'est tout. Ici, je veux A, la différence de A et B, ou A sauf B. Donc, qu'est-ce que j'ai? Tout ce qui est dans A, sauf ce qui est dans B. Donc, je vais faire le tour, ici, hop, autour de B. Donc ça, c'est la différence de A et B. Et si je fais la différence de A et B dans le cas qui est ici, je veux donc ce qui est dans A, sauf ce qui est dans B. Donc j'ai tout ça. Voilà. Allez, quelques exemples. Je prends E et F qui sont donnés ainsi. Que vaut E inter F? E inter F, c'est l'ensemble des valeurs qui sont à la fois dans E et dans F. Le 0, il est bien dans les deux. Donc j'ai le 0. Le 1, le 1, je ne l'ai pas dans F. Le 2, je l'ai bien dans E et dans F. Et le 3, il n'est pas dans F. Donc E inter F, c'est tout. E union F. J'ai tous les éléments qui sont soit dans E, soit dans F, soit dans les deux. J'ai quoi? J'ai 0, 1, 2, 3. J'ai aussi moins 2. Le 0 y est déjà, le 2 y est déjà, et le 4. La différence de E est 0. Tout ce qui est dans E, sauf 0, sauf donc la différence de E avec l'ensemble qui ne contient que 0. Donc, je ne veux pas 0, donc il me reste 1, 2 et 3. Et puis, E, la différence de E et de F, donc tout E sauf ce qui est dans F. Le 0, il est aussi dans F, donc je ne l'ai pas. Le 1, il est dans E, mais il n'est pas dans F. Le 2, il est dans E, mais il est dans F. Et le 3, il est dans E, mais pas dans F. Allez, encore quelques propriétés. Je prends A et B, deux ensembles. A union B inter C. D'accord, donc je fais l'intersection de B et C et je réunis avec A. Eh bien, c'est pareil que faire A union B inter A union C. On a une sorte de distributivité ici. Et puis, A inter B union C, eh bien, c'est A inter B union A inter C. On ne va pas démontrer, mais regardons quand même, via des diagrammes de Venn, que, ouais, ça paraît quand même bien cohérent. Alors,
Commençons, je veux ici B inter C, hein, donc j'ai A, j'ai B et j'ai C. B inter C, qu'est-ce que c'est? Donc ce qui est à la fois dans B et dans C, donc c'est cette partie-là. Si je prends A union B inter C, eh bien, je prends mon B inter C qui est ici, et je prends en plus tout A. Donc, je vais avoir tout A, et puis le B inter C qui est en plus, donc toute cette partie-là. Maintenant, A union B, c'est quoi? Eh bien, c'est tout A et tout B. Et puis A union C, c'est tout A avec tout C. A avec tout C, voilà. Bon. Eh bien, on peut voir qu'effectivement, qu'est-ce qui est commun ici et là? Ben, j'ai bien tout A et puis ce qui est à la fois dans B et dans C. Ici, je veux B union C. Donc, tout C et tout B. A inter B union C. Je prends ici B union C et je prends ce qui est également dans A. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste cette partie-là et cette partie-là. Donc ça, c'est A inter B union C. Maintenant, ici, que vaut A inter B? Bah, A inter B, c'est ça. Et puis A inter C, c'est ce morceau-là. Et effectivement, on voit que lorsqu'on fait la réunion de ce morceau-là et de ce morceau-là, eh bien, on a bien tout ça. Encore une fois, ce ne sont pas des démonstrations, hein, c'est juste des illustrations. Passons maintenant à certains ensembles usuels et on va commencer avec les entiers. Alors l'ensemble des entiers, des nombres entiers positifs, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels et qu'on note avec ce n là un petit peu stylisé. Donc grand N, c'est l'ensemble qui contient 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Remarque, je viens de le dire, mais c'est un ensemble infini, dans le sens où ce n'est pas fini, puisque pour n'importe quel entier, on peut entre guillemets, en construire un plus grand en rajoutant 1. Ça va encore nous donner un entier, mais qui sera plus grand. Alors, l'existence d'un ensemble infini, c'est purement axiomatique, c'est purement hypothétique. Hein. C'est une croyance, mais qui n'est pas démontrée ou démontrable. Cette définition des entiers naturels, c'est ce qu'on appelle la définition axiomatique de Peano. Pas fondamental que vous sachiez ça, mais je vous le signale. L'ensemble de tous les nombres entiers, mais cette fois positifs et négatifs, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs et qu'on note là avec ce Z à nouveau un petit peu stylisé. Donc Z, c'est j'ai tous les entiers négatifs et tous les entiers positifs, hein, avec pas de fin, hein, ça va à l'infini aussi. Définition, pour tout entier n, moins n, c'est ce qu'on appelle son opposé. Hein, donc moins n, c'est l'opposé de n. Quelques cas particuliers de nombres entiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous les rappelle. On appelle nombre premier un nombre entier naturel, plutôt positif, qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Par exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 sont des nombres premiers. On appelle nombre pair un nombre entier qui est un multiple de 2, ou un nombre entier qui est divisible par 2. Par exemple, 4,
10, moins 6, 0 sont des nombres pairs. Alors l'ensemble des nombres pairs, on peut le noter en compréhension en disant que c'est l'ensemble des n appartenant à grand Z, tel que il existe k appartenant à z, tel que n est égal à 2 fois k. Dans ce cas-là, bah oui, n c'est bien un multiple de 2. On peut trouver la notation 2z comme ça pour dire que c'est l'ensemble de tous les entiers pairs. On va appeler nombre impair un nombre entier qui n'est pas un nombre pair, donc qui n'est pas un multiple de 2 ou qui n'est pas divisible par 2. Par exemple, 5, moins 3, 11 sont des nombres impairs. L'ensemble des nombres impairs, on peut le noter cette fois comme étant l'ensemble des n appartenant à z, tel que il existe k appartenant à z, tel que cette fois n c'est 2k plus 1. Qu'on peut éventuellement noter 2z plus 1. Bon, c'est pas la notation qu'on trouve le plus, mais on peut le trouver. Passons maintenant aux nombres décimaux et aux rationnels. Alors un nombre décimal, c'est un nombre qu'on peut écrire avec une virgule. L'ensemble des décimaux, eh bien, on le note cette fois d, comme ça. Alors remarque, les entiers sont des nombres décimaux, puisque un nombre entier, on peut l'écrire avec une virgule et puis que des zéros après. Là, attention, il y a une petite différence, ou en tout cas, quand on regarde tous ces nombres-là d'un point de vue informatique, des ints ou des floats, c'est pas la même chose. Considérer 2 et 2.0 ou virgule 0, ça n'est pas tout à fait la même chose. D'un point de vue mathématique, c'est pareil. Définition suivante. Un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on peut écrire comme étant le quotient, la fraction si vous voulez, de deux nombres entiers. L'ensemble des nombres rationnels, on peut donc le noter, donc il est noté Q comme ça, c'est l'ensemble des P divisé par Q, où on a P qui appartient à Z et Q qui appartient à Z étoile, donc un nombre, un entier relatif qui est différent de 0, on n'a pas le droit de diviser par 0. Remarque, des fractions différentes peuvent représenter le même nombre rationnel lorsque tout simplement le numérateur P et le dénominateur Q ont un diviseur commun. Par exemple, 2 tiers, c'est égal à 4 sixièmes. Je vous laisse regarder la vidéo sur les fractions si vous en avez besoin. Par contre, chaque rationnel est représenté de façon unique sous la forme d'une fraction irréductible, donc lorsque P et Q sont premiers entre eux. Deuxième remarque, tout nombre décimal est un nombre rationnel puisqu'en fait il peut être écrit sous la forme P divisé par 10 puissance n, où on a P qui est un nombre entier relatif, et n donc un nombre entier positif, un nombre entier naturel. Notez que Q sur P, c'est ce qu'on appelle l'inverse de P sur Q. Passons au réel maintenant. Alors, il est très difficile de définir, de construire la droite des réels. On va simplement dire ici que les réels, ce sont des nombres à virgule qui peuvent avoir une infinité de nombres après la virgule et qui peuvent ne pas pouvoir être écrits sous la forme d'une fraction. Donc finalement, quand je dis une infinité de nombres après la virgule, c'est que finalement, ce n'est pas tout à fait un nombre exact quand j'écris avec ma virgule. Alors l'ensemble des nombres réels, eh bien, c'est noté là comme ça, grand R. Un nombre réel qui n'est pas rationnel, donc qui appartient à la différence de R et Q, eh bien, c'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Et par exemple, eh bien, pi et racine de 2 sont des nombres irrationnels. On pourrait démontrer
qu'on ne peut pas les écrire comme étant le quotient de deux nombres entiers. Propriété, eh bien n, l'ensemble des entiers naturels, est inclus dans z, qui est l'ensemble des entiers l'ensemble des entiers j'ai perdu relatifs, qui est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Une remarque, je ne vais pas ici définir et utiliser les nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes qu'on note grand, c'est comme ça. Mais si on le faisait, eh bien, on aurait également l'ensemble des nombres réels qui est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Quelques notations complémentaires. D'ailleurs, on en a déjà vu passer une ou deux. Lorsqu'on ajoute une étoile en exposant d'un ensemble, c'est qu'on exclut 0. Lorsqu'on ajoute un plus, respectivement un moins, en exposant ou en indice, souvent en indice, mais on peut le trouver en exposant, donc d'un ensemble, eh bien c'est qu'on ne considère que les éléments positifs si j'ai un plus, et que les éléments négatifs si j'ai un moins. Par exemple, si je prends n étoiles, on a dit si je mets une étoile, c'est que j'exclus 0. Donc c'est tout n sauf l'ensemble contenant que 0. C'est donc eh bien, les entiers positifs, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Donc l'ensemble des entiers strictement positifs. Si je prends z- comme ça, on a dit, c'est que je prends que les éléments négatifs de z. Donc, c'est z privé de n étoiles. Et donc, c'est l'ensemble des n appartenant à z, tel que n est plus petit que 0. C'est l'ensemble des entiers négatifs. Si je prends R étoile, eh bien R étoile, c'est R privé de l'ensemble qui ne contient que 0. C'est donc l'ensemble des réels qui sont non nuls. Si je prends R+, alors soit le plus en haut, soit le plus en bas, on trouve les deux notations, c'est l'ensemble des réels qui sont positifs. Attention, positifs ou nuls. Et si je veux l'ensemble des réels strictement négatifs, je mets une étoile pour dire c'est différent de 0, et je mets un moins pour dire que c'est négatif, et dans ce cas-là, l'étoile est forcément en haut, donc le moins on le met en bas, on n'en met pas deux en haut. Allez, parlons maintenant des intervalles. Alors, je prends A et B, deux réels. Regardons un certain nombre d'intervalles. Alors, je vais commencer par l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est compris entre A et B. X a le droit d'être égal à A, et x a le droit d'être égal à B. Donc, sur ma droite des réels, en fait, je veux tout cet intervalle-là, et on va mettre des crochets pour dire que on prend A et on prend B. Oula, je ne suis pas tout à fait au bon endroit. Hop. Eh bien, l'intervalle qui correspond, on va le noter comme ça, AB, avec des crochets dans ce sens. Si je veux l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est strictement plus grand que A et plus petit ou égal à B, eh bien, on prend cette fois l'intervalle qui est ici. Et on va le noter de cette façon-là. Alors, je n'ai pas noté, mais on pourrait rajouter x appartient à pour être tout à fait correct. Pour x plus grand ou égal à A et strictement plus petit que B, eh bien, on a cet intervalle-là. Et on va noter de cette façon-là. Et puis, strictement plus grand que A, strictement plus petit que B, eh bien, on va avoir donc ce morceau-là qu'on va noter comme ça.
Maintenant, si je dis simplement que x doit être plus grand ou égal à a, eh bien, je pars de a et je ne m'arrête jamais, je vais jusqu'à l'infini, hein, c'est ce symbole-là. Strictement plus grand que a, bon, bah, ça va être le même principe, mais simplement, je vais mettre mon crochet dans ce sens-là. Plus petit ou égal à b, je vais avoir tout cet intervalle-là. Et puis, strictement plus petit que b, je vais avoir l'intervalle qui est ici. Bon, j'aurais pu faire des traits plus droits. Avec ce que j'utilise, c'est pas évident. Quelques remarques. On vient d'introduire l'infini, hein, qu'on note avec ce symbole-là. Ça se lit plus l'infini, et puis bah, celui-là se lit tout simplement moins l'infini. Attention, plus l'infini et moins l'infini ne désignent pas des nombres réels. Hein, c'est pas quelque chose... C'est une conception, hein, pour exprimer une idée. Hein, mais l'infini, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. D'ailleurs, on ne sait pas, hein, si plus l'infini, c'est pareil que moins l'infini. Quand on écrit les intervalles, les crochets sont toujours ouverts lorsqu'on a moins l'infini ou plus l'infini, parce que ça n'existe pas. Hein. Je ne peux pas être égal à moins l'infini ou à plus l'infini, ça n'a pas de sens. On note R, ou en tout cas on peut noter R comme étant l'intervalle qui va de moins l'infini à plus l'infini. Encore une fois, ouvert, hein, des deux côtés, puisque ça n'a pas vraiment de sens. Alors, on a vu précédemment la notion d'appartenance à R. Ben, on va noter, hein, de la même façon, X appartient à l'intervalle AB de cette façon-là, si on est dans l'exemple où X est plus grand ou égal à A et plus petit ou égal à B. Au contraire, si X n'appartient pas à l'intervalle, eh bien on utilise, hein, le symbole qu'on a déjà vu. Remarque suivante, pour exclure une borne, hein, pour dire on est strictement plus grand ou strictement plus petit, eh bien on dit qu'on ouvre le crochet. Hein, donc on met le crochet, ou plutôt l'ouverture du crochet de l'autre côté du nombre qui nous intéresse. On parle alors d'intervalle ouvert à gauche, si on exclut la borne inférieure, ou ouvert à droite, hein, si on exclut la borne inférieure, non, si on exclut la borne supérieure, pardon. Ou alors on parle d'intervalle ouvert si on exclut les deux bornes. Si les deux bornes sont au contraire incluses, eh bien, on va parler d'intervalle fermé. Allez, quelques exemples. Premier exemple, moins 1. Est-ce que ça appartient à l'intervalle moins 1, 2 ? Bah oui, parce qu'on voit ici, on a un crochet qui est fermé, donc le moins 1 est inclus dedans. Moins 3,7, est-ce que ça appartient à moins 5, moins 3,8 ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce que moins 3,7, si on devait faire, hein, tracer notre droite des réels, j'ai le moins 3,8 qui est ici et le moins 3,7 qui est là. Alors que mon intervalle qui m'intéresse, bah, il s'arrête en moins 3,8. Ici, est-ce que le 4 appartient à cet intervalle? Eh bien non, puisque vous voyez qu'on a ici un crochet ouvert, et donc je ne veux pas le 4, hein, le 4 il est exclu, donc 4 n'appartient pas à l'intervalle 4, 10, écrit ainsi. Si je prends maintenant l'ensemble des x appartenant à R tel que x est strictement plus grand que 2, eh bien c'est l'ensemble qu'on peut noter 2 plus l'infini
est ouvert des deux côtés, puisque je ne veux pas le 2, je l'exclus. Puis en plus, l'infini, c'est toujours ouvert. L'ensemble des x de R tel que x est plus petit ou égal à moins 5, eh bien cette fois, je veux de moins l'infini jusqu'à moins 5, mais attention, le moins 5, je le prends. X appartenant à R tel que x est compris entre moins 3 et 5 demi, eh bien je vais prendre moins 3 et 5 demi que je vais noter comme ça avec des crochets qui sont fermés tous les deux puisque j'ai l'égalité qui est possible dans les deux cas. Et puis x strictement plus petit que 8, donc je vais de moins l'infini jusqu'à 8 en ouvrant des deux côtés. Bon, si je veux faire dans l'autre sens, donc x qui appartient à l'intervalle moins 2, 3,5, eh bien je veux x qui est compris, allez je vais le noter comme ça, donc x qui est plus grand strictement que moins 2 et plus petit ou égal à 3,5. X qui appartient à moins 3 plus l'infini, eh bien ça veut dire que x est plus grand ou égal ici à moins 3 puisque j'ai fermé en moins 3. Et puis x qui appartient à moins l'infini 1, ça veut dire que x est plus petit ou égal à 1 puisque j'ai fermé en 1. Alors une remarque, on trouve parfois la notation avec des crochets là doubles, si on peut dire ça comme ça. Cette notation, on la trouve pour des intervalles d'entiers. Normalement, quand on met des intervalles, on a tous les réels dans l'intervalle. Si je précise la double, ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les entiers qui sont compris entre les deux bornes. Par exemple, eh bien, si je note 1, 5 comme ça, eh bien, c'est l'ensemble de tous les entiers compris entre 1 et 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Allez, dernière partie, le produit cartésien. J'aurais presque pu en parler dans la partie 2 sur les opérations sur les ensembles, mais bon, je voulais attendre qu'on ait revu les réels, etc., etc. Alors, prenons A et B, deux ensembles. Le produit cartésien de A et B, qu'on note tout simplement A croix B, comme on ferait un produit de nombres. Mais attention, ici c'est bien la croix, on ne va pas mettre de points, c'est vraiment la croix à chaque fois. C'est l'ensemble des couples AB où on a A qui appartient à A et B qui appartient à B. Donc en fait, A croix B, ou le produit cartésien de A à B, c'est l'ensemble des couples AB tels que A appartient à A, B appartient à B. Par exemple, au lieu d'écrire Q comme ça, qui est l'ensemble des P sur Q tels que P appartient à Z et Q appartient à Z étoile, on aurait pu écrire que c'est l'ensemble des P sur Q tels que le couple PQ appartient à Z croix Z étoile. Ce qui veut bien dire P appartient à Z et Q appartient à Z étoile. Remarque, cette définition se généralise au cas du produit cartésien de plus de deux ensembles. Je peux faire produit de 3 ensembles, 4 ensembles, 5 ensembles, ce n'est pas un souci. Et puis, deuxième remarque, lorsque je fais le produit cartésien de plusieurs fois le même ensemble, je vais utiliser les notations des puissances. Produit cartésien de A et A, c'est A carré. Produit cartésien de A et A, c'est A cube, etc., etc. Et en particulier, par exemple, eh bien R2, c'est quoi? C'est l'ensemble des XY tels que X appartient à R et Y appartient à R. R3, c'est quoi? C'est l'ensemble des XYZ tels que X appartient à R, Y appartient à R, Z appartient à R, puisque c'est R, croix R, croix R. Voilà qui termine
cette vidéo sur les ensembles de nombres.